commission et leur impact sur l'instruction des dossiers et la nature des dossiers que vous aurez à traiter au niveau du centre de gestion. Et donc, on verra qu'il y a une transformation même de la mission des gestionnaires RH qui seront beaucoup plus tournés vers des fonctions de rédaction. Ça, on le verra tout à l'heure. Sur la fameuse élaboration des lignes directrices de gestion, donc on en rappellera le contenu, on en rappellera les objectifs et les modalités de mise en œuvre, puisque c'est à ce stade, c'est ce qui est important. Et le rapport social unique et un certain nombre d'autres mesures, notamment relatives à la durée du temps de travail et à un certain nombre de mesures importantes pour lesquelles nous attendons encore un certain nombre de décrets. Alors, s'agissant du dialogue social, la loi de transformation a opéré un véritable basculement du dialogue social qui était jusqu'à présent centré sur toutes les questions statutaires et individuelles et vers des questions relatives à la promotion et à la politique des ressources humaines. Donc, le comité technique devient donc une instance pivot du dialogue social concernant toutes ces questions. Et il y a, dans le même temps, une véritable transformation des commissions administratives paritaires en instances de précontentieux, puisque les cas de saisine, on le verra tout à l'heure, qui vont rester au niveau des commissions administratives paritaires, concernent essentiellement des dossiers litigieux qu'on va énumérer, notamment des décisions défavorables aux agents. Et les collectivités, dans ce cadre-là, seront amenées de plus en plus à motiver leurs choix et leurs décisions face à la saisine, un nombre croissant de saisines des agents au sein de ces institutions. La plupart des saisines étaient jusque-là et jusqu'à maintenant à l'initiative de l'employeur, mais on verra qu'avec la loi de transformation de la fonction publique, et notamment à partir de 2021 et même déjà depuis 2020, que les cas de saisine à l'initiative des agents se sont accrus et que par ailleurs, certaines saisines des CAP qui ne relèvent que d'une simple information des représentants devront faire l'objet d'une saisine préalable, c'est-à-dire avant décision de l'employeur territorial. Alors, concernant donc, le fameux recentrage des missions des commissions administratives paritaires, donc je l'ai dit, il y a une transformation vers des dossiers litigieux, voire de nature précontentieuse. Et donc, il y a des compétences obligatoires défavorables, les compétences en matière disciplinaire qui demeurent, et les compétences à la demande des fonctionnaires donc, qui ont augmenté. Alors, à partir du 1er janvier 2021, il y a une deuxième vague de suppression des cas de saisine de la CAP, donc la promotion interne, l'avancement de grade et l'avancement spécial, puisqu'on a mis avancement des grades, avancement à l'échelon spécial, en cas de restitution d'une compétence d'une EPCI à une commune, en cas de création de services communs, en cas de restitution d'une compétence, en cas de dissolution de syndicat et en cas de dissolution d'une communauté de communes. Donc là, ce sont des cas qui s'ajoutent à ceux qui existaient déjà précédemment, depuis 2020, puisque les CAP n'étaient déjà plus consultés sur tous les cas de mutation interne, les mises à disposition, les détachements, intégration directe. Donc, depuis 2020, nous en recevons encore. Donc, c'est pour ça que nous prenons le temps de le rappeler. On reçoit encore des saisines pour ces cas-là. Donc, depuis le 1er janvier 2020, ça n'est plus nécessaire. Ces décisions ne font plus l'objet d'un avis préalable des commissions administratives paritaires. Alors, les compétences maintenues, donc, comme je le disais, c'est des saisines sur des cas litigieux qui étaient déjà
des cas où les CAP devaient être préalablement consultés et d'autres cas ont été rajoutés par la loi de transformation. Donc, tous les cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, les prorogations de stage, les refus de titularisation, les révisions du compte-rendu de l'entretien. Je fais une énumération rapide, hein, parce que ce sont des choses que vous pourrez retrouver facilement. Les refus de mise en disponibilité ou les litiges relatifs à la mise en disponibilité, c'est-à-dire les refus des droits à avancement pendant la période de disponibilité, puisque vous savez qu'il y a une réforme dans ce domaine-là. Les litiges sur la nature des activités professionnelles, les litiges suite à un licenciement d'un fonctionnaire mis en disponibilité après 3 refus de poste qui lui sont proposés en vue de sa réintégration, les litiges suite à une réintégration après un congé de maladie et un certain nombre de cas de saisine relatifs aux droits et obligations des fonctionnaires. Donc, les refus d'autorisation de temps partiel, les refus de CET, les refus opposés à une demande de télétravail, notamment en cette période particulière. La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale. Les décharges, donc un certain nombre de cas relatifs à la formation, donc ce ne sont pas des cas nouveaux, et formation professionnelle ou les formations de perfectionnement. Les refus de mobilisation sur les CPF. Enfin, tous ces cas de saisine, certains sont à l'initiative de la collectivité et d'autres, et des nouveaux cas sont à l'initiative de l'agent. Alors, cela va modifier quoi dans nos rapports? Cela va modifier le fait que nous serons parfois saisis par les agents d'un certain nombre de dossiers et c'est un petit peu dans le cadre de l'instruction qui sera faite par le centre de gestion que vous serez amené donc à répondre à la CAP de ces cas de saisine. Généralement, vous êtes informé de tous les dossiers qui sont au centre de gestion puisque la plupart des dossiers, vous êtes à l'initiative de la saisine de la CAP. Il y a là un certain nombre de cas de saisine dont vous ne serez informé que lorsque le centre de gestion aura commencé l'instruction des dossiers. Et la particularité, c'est que vous devrez à ce moment-là répondre sur la motivation de la décision défavorable dont aura fait l'agent. Vous devrez motiver cette décision par la rédaction d'un rapport, d'un courrier circonstancié, qui pourra être utilisé par l'agent dans le cadre futur d'un recours contentieux. Donc, voilà. Oui, Tibé va rajouter quelque chose. Oui. Simplement, je voulais insister sur le fait qu'il y a un véritable changement de paradigme. Des instances. Et là, on se retrouve finalement près d'une instance qui, presque on peut le dire, hein, fait le pendant du conseil de discipline. Le conseil de discipline, c'est la collectivité qui finalement sanctionne l'agent dans son fonctionnement, sa déontologie, son approche de l'activité professionnelle. Et en contrepartie, la CAP maintenant est dans la défense de l'agent, dans toutes ces demandes relatives à l'évolution de sa vie professionnelle. Beaucoup moins de sa carrière en tant que telle, c'est-à-dire qu'en fait, la carrière va passer à la on va l'aborder bientôt dans un autre contexte juridique. Et dans un autre contexte juridique et là, on va se retrouver avec finalement des saisines de CAP uniquement sur des situations défavorables. Et Madame Caliste a commencé à vous le dire, ce qui est très important, c'est que vous devrez aussi
changer votre approche de la décision, puisqu'il va falloir l'étayer, la réfléchir, l'inscrire dans un contexte plus large qui sera certainement celui de la stratégie des lignes directrices de gestion, et pouvoir justement avoir des points d'appui qui ne soient pas liés à une personne, mais bien liés à une stratégie beaucoup plus globale. Donc, on va garder en mémoire cette évolution qui va se recouper avec ce qui se dira très vite après sur les lignes directrices de gestion, sur l'un des volets des lignes directrices de gestion. Donc, de manière un petit peu concrète, en fait, donc nos fiches de saisine devront être modifiées en conséquence. Donc, nous sommes en train de revoir le guide de saisine des CAP pour l'accès vers cette nouvelle dimension, cette nouvelle direction. Alors, donc, je pense qu'à ce stade, l'énumération, bon, je ne vais pas trop insister dessus, puisque nous avons nous-mêmes rédigé une circulaire que nous avions déjà envoyée par mail aux différents DRH des collectivités pour rappeler au titre de l'année 2020 et de l'année 2021 les compétences nouvelles ou les compétences qui étaient supprimées s'agissant donc des cas de saisine de la CAP. Est-ce que vous avez à ce stade des questions? Je ne sais pas si je vois la main levée de Madame Malaki. Je ne sais pas si c'est toujours la même de tout à l'heure. Si, D'accord. Vous m'entendez, hein? Mon micro ne fonctionne pas. D'accord, donc on va donc poursuivre donc la présentation. Une petite flèche. Oups. Donc là, on va poursuivre donc sur. Oula, j'arrive pas à avancer. Normalement, il faut être sur le. Il faut se positionner sur le. Alors, un petit souci technique. Ça vient. Oups, je sais pas pourquoi. Mettre, continuer à avancer en fait. Mais j'arrive pas justement. Un petit souci technique pour avancer. Voilà, parfait. Alors, donc, à compter donc du 1er, on va revenir dessus. Donc, à compter donc du 1er janvier 2021, en contrepartie donc de la suppression des commissions administratives paritaires, donc, et ça sera fait, donc, comme je le disais, à partir de 2021, les agents auront la possibilité de choisir donc un représentant d'une organisation syndicale représentative pour les assister dans l'exercice donc des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur ont été défavorables. Alors, dans des domaines précis qui sont fixés par la loi, donc en matière de promotion interne, de mutation interne, d'avancement à l'échelon spécial et d'avancement de grade. Donc là, à partir de 2021, vous, collectif DRH, vous devrez donc vous préparer à ces recours, ces éventuels recours. On espère qu'ils seront les moins nombreux possibles. Et donc, juste pour rappel, ce n'est pas une disposition de la loi du 6 août 2019, mais les collectivités qui avaient conventionné avec le Centre pour la médiation préalable donc pourront activer leur convention, puisque nous vous rappelons qu'au titre de la loi de 2016, les collectivités
avait la possibilité donc de signer une convention de médiation préalable avec le centre de gestion pour une durée de 4 ans dans des domaines contentieux, un certain nombre de domaines contentieux relatifs à la carrière. Donc, c'était la rémunération, le refus de détachement, la réintégration à l'issue du détachement, enfin, le classement à l'issue d'un avancement de grade, tout ce qui était formation professionnelle tout au long de la vie et les mesures en matière d'aménagement pour les travailleurs handicapés et en situation de handicap et l'aménagement des conditions de travail pour les fonctionnaires. Donc, les collectivités qui avaient signé cette convention pourront l'activer en cas de recours, notamment en cas de recours administratif. En cas de recours administratif. Alors peut-être juste pour rester sur la médiation préalable et en sachant que ce dispositif qui préexistait à la loi de 2019 va justement cohabiter avec ce que vient d'évoquer Madame Kalis, c'est-à-dire la représentation de l'agent avec un membre d'une organisation syndicale représentative. Il faut quand même bien mettre les deux démarches dans un même état d'esprit. La médiation qui avait déjà été prévue comme un processus de précontentieux, mais qui elle-même faisait suite à un texte qui n'a jamais été concrètement mis en place parce qu'il n'y avait pas de décret d'application, c'était le recours administratif préalable obligatoire. Donc le tout est dans une démarche globale de précontentieux, mais aussi de résolution hors les tribunaux des conflits liés à l'agent et à son employeur. Donc, il faut se mettre dans cet état d'esprit. Et quand on a signalé tout à l'heure que vous auriez des nouveaux cadres pour les éléments de refus que vous devez justifier, eh bien, effectivement, il faudra que vous vous disiez que ce sont des éléments qui servent le précontentieux et c'est dans cet état d'esprit que l'État et les textes agissent. Il faut savoir que la médiation préalable qui a été engagée en 2016 arrive à son terme pour la période expérimentale, mais qu'effectivement, comme ça vous a été signalé, il y a de fortes chances que l'État décide de pérenniser ce mécanisme et donc ne plus simplement l'ouvrir par convention, ou peut-être encore par convention, il va falloir attendre, mais en tout état de cause, en tout cas, le pérenniser, le prolonger dans le temps, puisque la démarche globale, qu'il s'agisse des dispositifs administratifs de l'État ou des juridictions administratives et judiciaires, consiste justement à éviter l'arrivée devant les tribunaux de certains contentieux qui peuvent se régler entre l'employeur et son salarié ou entre l'employeur et l'agent. Donc, c'est vraiment une approche différente et qui va peut-être vous nécessiter, on le dira certainement encore dans cet échange, une approche différente du fonctionnement de la gestion des dossiers administratifs. Il va falloir véritablement soit recruter avec un profil plus juridique, soit en tout cas faire évoluer les personnes qui pourraient s'inscrire dans cette démarche de vigilance, je vais dire, sur les échanges avec les agents de la collectivité. Est-ce que vous avez, pardon, des questions à ce stade-là? Okay. Donc, nous allons continuer la présentation. Donc, je le disais tout à l'heure, en contrepartie de la suppression donc, des cas de saisine des commissions administratives paritaires, donc il y a donc la possibilité de recourir pour l'agent à un représentant syndical, mais également, le législateur a également mis en place les lignes directrices de gestion. Alors, donc, c'est un terme qui fait un petit peu prédire un certain nombre de DRH. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu les motivations qui ont conduit à la mise en place des lignes directrices de gestion et puis surtout vous dire ce qu'elles contiennent
et commencer à définir une méthode de mise en place des lignes directrices de gestion, et puis vous parler de l'accompagnement du centre de gestion. Alors donc, l'une des innovations majeures, effectivement, de la loi du 6 août 2019 consiste donc à l'obligation donc pour toutes les collectivités de définir des lignes directrices de gestion. Donc, cette obligation a été mise en œuvre par la loi, par l'article 30 de la loi, qui prévoit que dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale après avis du comité social territorial. Donc, dans l'exposé des motifs de la loi de transformation de la fonction publique, il y a au travers de ce dispositif la volonté d'établir une certaine transparence sur les orientations et les priorités de la collectivité en matière de mobilité, de promotion, la volonté de clarifier également au travers de ces lignes directrices de gestion les choix de la collectivité, tant pour les agents que pour les élus et les citoyens. Donc, garantir une certaine cohérence de traitement entre les agents qui relèvent de situations identiques et objectiver, expliciter les critères d'appréciation donc dans ces différents domaines, la mutation, la mobilité, l'avancement et la promotion. Donc, vraiment que l'agent puisse comprendre ce qui a conduit à soit l'acceptation ou le refus d'une de ces demandes en matière de carrière, de mobilité, de promotion, mais aussi la volonté de formuler, de formaliser la politique des ressources humaines au sein de chaque collectivité ou établissement public. Alors, donc, cette obligation donc, va, comment dirais-je, c'est un outil, en fait, cette obligation de mettre cet outil d'orientation pour les collectivités peut être apprécié, appréhendé du moins de deux manières. Donc, de manière stratégique et de manière opérationnelle. Donc, on peut distinguer des lignes directrices de gestion stratégiques et des lignes directrices de gestion opérationnelles. S'agissant des lignes directrices de gestion stratégiques, comme je vous le disais, c'est pour définir la stratégie de pilotage de gestion des ressources humaines dans un cadre pluriannuel. Alors, il faut savoir que vous le faites hein, très certainement déjà. Il y a, et on le verra tout à l'heure dans la démarche de mise en œuvre, un certain nombre d'outils que vous avez déjà mis en place au sein de vos collectivités et qu'il s'agira tout simplement d'utiliser et d'introduire dans le cadre donc des lignes directrices de gestion, de formaliser et également il y aura une obligation également d'informer les collectivités, de rendre en fait ces orientations en matière de politique RH plus lisibles pour vos agents et également pour les citoyens et les élus eux-mêmes. Donc, c'est un effort de formalisation qui va vous être demandé. Alors, je laisse la parole. Alors, juste pour, je ne sais pas si quelqu'un intervient, mais je voulais juste préciser que Madame Caliste a évoqué, vous voyez à l'écran deux volets sur les lignes directrices de gestion en fonction publique territoriale, la version stratégie et la version opérationnelle. Deux éléments de mon intervention. Pour dire que d'une part, au niveau des lignes directrices de gestion de l'État, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un troisième volet qui a été valorisé dans la loi, et c'est un volet mobilité qu'on ne retrouve pas dans le distinguo des thématiques des lignes directrices de gestion territoriales. Dans le volet mobilité de l'État,
il y a tout ce qui concerne l'évolution des métiers, des missions, les profils, la valorisation des parcours, les projets individuels, enfin tout ce qui amène en fait à valoriser la mobilité des agents, puisque le système de fonctionnement des administrations centrales et déconcentrées fait qu'il y a quand même une spécialisation métier selon les ministères et des mobilités entre ministères qui sont presque proches de celles entre collectivités territoriales. Donc ce volet-là n'apparaît pas dans la stratégie territoriale, il n'y a que les deux aspects qui vous ont été présentés, mais il faut savoir que tous les aspects du volet mobilité de l'État peuvent se retrouver brassés dans l'aspect stratégique aussi d'une collectivité, même si elle ne maîtrise pas autant les déplacements externes, la mobilité externe de ses agents. Par contre, en interne, vous pouvez avoir tout à fait une stratégie de mobilité intra qui fait, entre guillemets, référence à vos besoins métiers ou vos besoins compétences. Ça, c'était un premier point. Et le deuxième point, c'est simplement pour indiquer que les deux modules stratégie et ligne directrice de gestion opérationnelle qui sont essentiellement axés sur les promotions, le texte prévoit bien qu'ils soient traités ensemble ou distinctement. Donc, c'est à vous aussi de savoir si vous allez faire l'un directement découler de l'autre et à ce moment-là faire un travail groupé ou si vous allez dissocier les deux aspects et à ce moment-là avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus long en matière de stratégie et parer aux besoins de promotion interne de l'année prochaine ou bien carrément dissocier les deux éléments. On verra avec les supports qui vous seront proposés par le centre de gestion, pas forcément aujourd'hui, mais que tout ça finalement n'est pas loin de se recouper. En tout cas, le texte a bien prévu, vous lirez cette petite nuance, qu'il soit traité ensemble ou distinctement. Voilà les précisions que je voulais apporter. On va continuer. Alors, donc, nous continuons donc sur toujours sur les lignes directrices de gestion, donc l'impact donc de ces lignes directrices de gestion au niveau de vous DRH, c'est que vous serez amené donc à réfléchir aux politiques de ressources humaines sur le long terme et cette réflexion va vous mener à forcément entamer un dialogue avec les instances représentatives du personnel. Alors, donc, le contenu de ces lignes directrices de gestion, elles portent sur deux grands volets. Donc, le volet de l'emploi, donc c'est la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, d'une part, et d'autre part, sur l'aspect plus carrière, donc qui concerne la promotion et la valorisation des parcours. S'agissant des lignes directrices de gestion, sur la répartition de qui fait quoi, puisque j'ai vu que la question a été posée donc dans le chat où il nous est demandé pour les établissements de moins de 50, est-ce bien le centre de gestion qui établira les lignes directrices de gestion? La directrice me répond que oui, absolument. Et ça sera présenté effectivement au niveau du CT, des collectivités de moins de 50 placées auprès du centre de gestion. S'agissant donc des lignes directrices de gestion de la promo interne, donc pour toutes les collectivités affiliées, c'est pour toutes les collectivités affiliées, donc c'est le centre de gestion là qui les fera, puisque c'est une compétence, je le disais, les CAP ne sont plus consultés pour la promotion interne. En revanche, la promotion interne relève bien d'une compétence du centre de gestion. Donc, nous continuerons à vous envoyer les dossiers sur la base des lignes directrices de gestion qui seront arrêtées par le président du centre de gestion. Et par contre, pour les lignes directrices de gestion dont vous avez donc la responsabilité, il vous appartiendra évidemment avec l'accompagnement du centre de gestion, pour les collectivités qui le souhaitent, hein, d'établir donc la stratégie de pilotage des ressources humaines, donc le volet stratégique et le volet opérationnel pour
tout ce qui concerne l'avancement, c'est écrit promotion, mais pas promotion interne, tout ce qui concerne l'avancement et la valorisation des parcours. Alors, je vais revenir sur les éléments d'information. On va baisser un peu le son. Les éléments d'information qui viennent de vous être donnés. Comme vous l'avez vu, il y a deux positions sur les lignes directrices de gestion, la partie promo interne établie par le centre de gestion et la partie stratégie. J'imagine que la question posée pour les établissements de moins de 50 agents concernait la partie stratégie, puisque c'est celle qui n'est pas de facto faite par le centre de gestion. Alors, simplement pour dire que oui, nous ferons un cadre, nous personnaliserons avec vous, puisqu'il est bien évident que la stratégie ne nous appartient pas. C'est vous qui savez comment vous voulez orienter vos ressources humaines. Mais par contre, si pour toutes les collectivités, nous allons proposer une trame et on y reviendra tout à l'heure, pour les moins de 50, nous irons un petit peu plus loin avec un accompagnement un peu plus poussé puisque ce sont celles qui relèvent du comité technique du centre de gestion et nous allons les accompagner dans la démarche jusqu'à passer en comité technique le support. Alors après, le fait de dissocier ou de gérer de manière groupée ou le fait d'inscrire dans la stratégie de pilotage RH des éléments particuliers spécifiques à la collectivité ne pourra pas se faire uniquement avec la voix du centre de gestion. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point-là. Les petites comme les grandes auront une contribution à apporter puisque cette stratégie vous appartient en fait. Ok. Donc, le point étant fait sur la répartition des compétences ou bien des rôles de chacun en matière nous allons voir justement de manière un peu plus concrète les procédures de mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion. Donc, il y a un volet procédural qui est fixé par les textes. Donc, le projet de ligne directrice de gestion doit être défini par la collectivité et tout à l'heure, on reviendra sur les différentes étapes de mise en œuvre de ce projet de ligne directrice de gestion par la collectivité. Les textes prévoient qu'une fois que ce projet a été élaboré, un avis du comité technique, donc du futur CST, mais pour le moment, jusqu'au renouvellement de 2022, le CT a cette compétence. Donc, la collectivité peut, puisqu'on a dit que c'est fixé par l'autorité territoriale, prendre un projet de délibération informative, d'accord, et qu'il présenterait devant l'Assemblée délibérante. En tout état de cause, les LDG, donc les lignes directrices de gestion, seront arrêtées par l'autorité territoriale et il y a une obligation. Donc, vous voyez qu'entre le projet de délibération informative, la présentation devant l'Assemblée délibérante, il n'y a pas de référence à un article de la loi. Ça, c'est peu. Ça, vous n'êtes pas tenu de le faire. Et à partir donc des autres volets, donc il y a une référence d'article, puisque là, c'est une obligation légale ou réglementaire, de communiquer les lignes directrices de gestion aux agents, d'accord, et devront en être informés par voie numérique ou par tout autre moyen. Donc, les prises, il faut savoir qu'il y a un impact au niveau, donc, au niveau juridique, puisque les agents pourront se prévaloir de ces lignes directrices de gestion face aux décisions qui seront prises en matière de nomination, de promotion, et c'est dès le 1er janvier 2021. Le processus ne s'arrête pas là, puisqu'il y aura l'obligation de faire un bilan annuel qui sera présenté au niveau du comité technique sur la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion en matière, dans les matières qui concernent les lignes directrices de gestion. Donc, ça, c'est pour la procédure un peu purement administrative, je dirais. À ce stade, je ne sais pas, non, il n'y a pas de questions, donc je peux continuer à avancer. S'agissant alors de la promotion interne, des lignes directrices relatives à la promotion interne, comme je vous le disais, donc c'est le président du centre de gestion
qui a la responsabilité de les établir. Cependant, vous serez obligatoirement saisi au travers de vos comités techniques. Donc, à partir du rapport social unique, il y aura donc l'élaboration d'un projet de ligne directrice de gestion pour la promotion interne, après avis donc, du CT. Le centre de gestion communiquera aux collectivités, à l'ensemble des collectivités affiliées, ces lignes directrices de gestion, et ces collectivités devront elles-mêmes consulter leur CST ou leur CT dans un délai de 2 mois. Si à l'issue de ce délai de 2 mois, il n'y a pas d'avis de CCT, donc les lignes directrices de gestion de la promotion interne seront réputées avoir fait l'objet d'un avis favorable. À l'issue donc de ce délai de 2 mois, le centre de gestion adoptera ces lignes directrices de gestion en matière de promotion interne et, comme pour les collectivités, devra en assurer la publication, notamment par voie numérique. Voilà, donc vous serez saisi au cours de ce dernier trimestre 2020 sur le projet de ligne directrice de gestion, et vous appartiendra de soumettre ce projet à vos CT respectifs. Alors, s'agissant donc du... Oui, Madame Thibé. La méthode qui va être adoptée, puisqu'on avait déjà engagé une démarche, c'était justement de travailler, bien sûr, au centre de gestion, on a déjà des supports plus ou moins avancés, mais par contre, on a un échantillon de collectivités qui va contribuer à donner un avis sur les trames avant de vous les envoyer, pour justement s'intéresser aussi à l'aspect un peu pratique de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on peut toujours définir un document conceptuel un peu théorique, mais on aime bien aussi, quand ce sont des dossiers qui impactent véritablement vos pratiques, on aime bien faire appel aussi à vos retours et à vos commentaires sur les trames. Donc, ce qui sera fait aussi dans ce contexte-là. On avait déjà un échantillon de collectivités qui voulaient participer à cette démarche de mise à plat des éléments des lignes directrices de gestion. Donc, sachez que ce sera de toute façon le cas. On va faire appel à elles quand on aura bien avancé, et pour justement avoir des relectures concrètes et essayer de coller aussi aux problématiques de terrain qui seront celles du moment de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion. Donc, vous aurez aussi possibilité, plus vous êtes rapide dans l'analyse des supports qu'on vous donnera, plus on aura la possibilité aussi de recevoir vos observations et peut-être aussi d'enrichir l'ensemble des collectivités des observations concrètes faites par vous. Mais dans un premier temps, on travaillera avec un partenariat qui a déjà été établi avec des collectivités qui serviront d'échantillonnage, entre guillemets, dans le regard porté sur les supports du centre de gestion. Ok. Donc, le calendrier qui vous est proposé et affiché. Donc, on propose en tout cas à l'échantillon de collectivités qui avait répondu à l'invitation qui a été faite par le centre de gestion, un démarrage donc des groupes de travail dans la semaine du 28 septembre afin de finaliser un guide sur les lignes directrices de gestion. Et donc, le délai pendant le délai de 2 mois, voilà, jusqu'à octobre, jusqu'à décembre, le centre de gestion se laissera la latitude pour pouvoir adopter ces lignes directrices de gestion. Et donc, vous pourrez vous coller à ce calendrier pour vous-même pouvoir faire adopter vos lignes directrices de gestion. Alors, c'est vrai que le calendrier est contraint puisque nous avons effectivement eu
une situation sanitaire qui a un petit peu retardé les échéances qu'on s'était fixées, mais le gouvernement n'a pas entendu repousser la date de mise en œuvre des lignes directrices de gestion. Donc, voilà, au niveau du calendrier, il n'y a pas de questions, donc je peux poursuivre la présentation. Alors là, on va vous présenter toujours au niveau des lignes directrices de gestion. Alors, toujours ce petit problème, voilà. Non, il ne veut pas bouger. Pourquoi? Voilà. Voilà. Alors, ça, je vais revenir dessus. Donc, vous avez vu que dans le schéma que je vous ai présenté, donc j'ai mis en amont du schéma la référence au rapport social unique. Donc, c'est là aussi une innovation majeure, puisque les textes prévoient que c'est à partir donc, de l'élaboration du rapport social unique, qui sera d'effet qu'à partir du 1er janvier 2021, que les collectivités élaboreront leurs lignes directrices de gestion. Donc, on l'avait déjà évoqué dans une précédente réunion d'information. Ces lignes directrices de gestion, en tout cas pour l'échéance à venir, ne pourront être élaborées qu'à partir notamment des bilans sociaux. S'il faut utiliser un document officiel ou un document qui récapitule un certain nombre de données RH qui vous aideront à définir vos lignes directrices de gestion. Pour cette année, ça sera à partir du bilan social. Voilà, et donc à partir de l'année prochaine, à partir du rapport social unique. Et ça va être d'ailleurs l'objet de la présentation qui va être faite. Donc, Monsieur Salmier, que vous connaissez, donc, qui est responsable du pôle NTIC au centre de gestion, va faire la présentation de ce dispositif, de ce nouvel outil de gestion des ressources humaines qui a été mis en œuvre par la loi de transformation de la fonction publique. Merci Madame Caliste. Donc bonjour à tous, Ludovic Salmier, responsable du pôle TIC et du service GPEC au Guadeloupe. Comme l'a dit donc Madame Caliste, je vais vous présenter en quelques slides le rapport social unique qui découle de l'article 5 de la du 6 août 2019. Alors, bien que nous n'ayons pas encore les décrets de mise en œuvre définitifs de ce rapport, on peut d'ores et déjà commencer à brosser les prémices de ce qu'il devrait contenir. Donc, comme l'a dit effectivement Mme Caliste, à partir du 1er janvier 2021, les collectivités et administrations doivent mettre en place deux nouveaux outils d'information, les comités sociaux, le rapport social et la base de données sociale qui viendra alimenter justement ce rapport social. Donc, d'ores et déjà, le Conseil commun de la fonction publique territoriale a donné un avis favorable pour ces deux outils. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes donc dans l'attente du décret qui viendra définir le contenu, les conditions de réalisation. Mais nous savons d'ores et déjà qu'il servira d'appui aux lignes directrices de gestion et nous avons quelques éléments pour ce rapport. Alors, qu'est-ce qu'il y contiendra? Effectivement, ça tombe bien, nous sommes en année de bilan et ça me permettra de faire le parallèle avec l'enquête en cours. Mais ce rapport social unique sera composé des mêmes indicateurs que l'on retrouve dans le bilan. Voilà. Une petite marche arrière, s'il vous plaît.
Voilà. Les mêmes éléments que le contenu dans le rapport social suite à enrichi de ce contenu du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, concernant la mise à disposition et l'enquête éditoriale qui sont réalisées aussi par les collectivités. Donc, ces 4 rapports, ces 4 données habituellement collectées auprès des collectivités seront regroupées au sein d'un seul et unique rapport social unique qui deviendra annuel. Commence à prendre le rythme de cette enquête qui commence à bien remplir vos calendriers. D'ores et déjà, nous savons que 10 domaines fonctionnels sont représentés au travers des données quantitatives et indicateurs contenus dans le rapport. On retrouve notamment l'emploi, le recrutement, la formation, l'organisation du travail, le dialogue social et la discipline. Donc, ce sont autant de données que vous avez l'habitude de retrouver dans le bilan social, que l'on retrouvera aussi donc, dans ce rapport social. Comme je l'ai dit en introduction, afin de générer et de construire ce rapport, une base de données sociales sera mise en œuvre par chaque administration. Cette base sera obligatoirement sous format dématérialisé et devra être mise à disposition des membres du comité social territorial. Alors, deux possibilités pour pouvoir réaliser ces bases, soit utiliser le portail numérique dédié rendu accessible par les CDG, donc notre plateforme de collecte des données sociales pour le bilan social servira de base à la réalisation du rapport social unique. Nos prestataires et partenaires informatiques, donc du groupe de gestion, travaillent déjà d'arrache-pied à mettre à jour le contenu de cette base et de ce portail pour pouvoir être l'obligation du rapport social unique dès 2021. Ou alors, deuxième possibilité, donc chaque collectivité peut aussi mettre en œuvre une base de données sociales propres au sein de son entité. Donc le lien, comme je l'ai dit, est tout fait avec le bilan social et donc l'enquête en cours, puisqu'il est question donc, la même plateforme de collecte des données sociales, quasiment le même formatage de données et une exploitation qui se verra maintenant élargie, notamment par l'élaboration des lignes directrices de gestion. Donc brièvement, un petit rappel de l'enquête en cours. Le bilan social, donc accessible depuis l'outil de collecte des données sociales est accessible sur le site internet, la rubrique emploi, article GPEC. Vous retrouverez un lien vers l'outil, les informations réglementaires et les guides utilisateurs pour vous permettre de réaliser la collecte. À venir, donc des fiches synthèses qui seront proposées automatiquement à partir des résultats que vous aurez obtenus donc, dans votre bilan. Pour la petite pour information, sachez qu'à ce jour, nous sommes à quasiment 40% de collectivités qui sont en cours de saisie de essayons de faire monter ce sport et à frôler la perfection. Donc, j'appelle à l'engagement de tous pour compléter ce bilan. N'hésitez pas à contacter le service GPEC du CDG pour que nous vous accompagnions dans la démarche. Petite activité de plus de 100 agents, au travers de notre outil de collecte des données sociales, il vous est possible de saisir de manière un peu hybride consolider une saisie agent par agent, parce que nous avons bien conscience de l'ampleur de la tâche qui vous est demandée dans cette saisie. Donc, pour simplifier celle-ci, vous avez de choisir d'abord une saisie agent par agent afin de compléter les données individuelles telles que les données relatives à l'accidentologie au travail ou la reconnaissance des travailleurs. Une fois ces données individuelles saisies, vous pouvez passer
pour n'avoir plus qu'à remplir les données totales de chaque, j'entends par là la paye, la partie relative à la paye, relative au dialogue social et les autres indicateurs. Une fois les cohérences, les incohérences, vous pourrez nous transmettre votre rapport. Alors, point assez essentiel, puisque certaines collectivités aussi m'ont sollicité là-dessus, vous avez toujours la possibilité d'élaborer social avec vos prestataires historiques. Nous n'interdisons pas cela. Au contraire, hein, l'outil prévoit aussi un import des données que vous aurez générées à partir de vos outils habituels avec vos prestataires. Donc, n'hésitez pas toujours à vous rapprocher du CDG pour un accompagnement si nécessaire. Petite nouveauté pour cette année 2020, la CNP Assurance permet donc qui sont affiliés à cet organisme, permet de remplir automatiquement à l'aide d'une requête les données et informations qui ont donc, pensez-y, hein, pour toutes les collectivités adhérentes à la CNP, il existe une requête qui vous facilitera grandement le travail et qui permet de compléter les données liées aux activités. Et pour ceux qui ne sont pas à la CNP, n'hésitez pas à le demander à votre assureur statutaire si vous en avez un. C'est pas, on parle de la CNP parce que nous travaillons à la traitement des données, mais il y a d'autres organismes qui peuvent peut-être vous fournir aussi cet outil-là, puisque leur dynamique est la même. Enfin, il me paraît aussi important d'insister sur ce qui peut être fait du bilan social. Vous l'avez vu tout à l'heure en début d'intervention, les mêmes domaines et mêmes familles d'indicateurs sont utilisés dans la construction du rapport social unique. Les lignes directrices de gestion s'appuieront fortement sur ce rapport social unique et tout ceci a été possible grâce au travail collaboratif des centres de gestion qui ont construit donc, ces indicateurs qui se retrouvent être retenus dans la construction du rapport social. Donc, il est important d'avoir des taux de réponse corrects, hein, puisque sans une exploitation des données fiables, le centre de gestion ne peut participer au dialogue national. Bien sûr, les choses avanceront même sans nous. Donc, faisons en sorte de pouvoir avoir de bonnes notes, j'ai envie de dire, cette année 2020 en préparation du rapport social qui, je le rappelle, deviendra annuel. Donc, cette démarche s'inscrira dans vos calendriers. Autant prendre le geste pendant que cela est encore possible. Donc, oui, j'ai parlé de l'exploitation du bilan. Les fiches de synthèse donc, qui seront proposées, qui sont déjà accessibles, mais volontairement pas encore ouvertes pour vous laisser le temps de construire vos bilans. Mais j'ai mis un exemple de fiche synthèse hein, qui sont pour certaines collectivités présentées OCT, avec bien sûr en annexe le bilan global, mais la présentation déjà un peu plus ergonomique et plus agréable, j'ai envie de dire, permet de bien sûr le dialogue social, mais en plus d'avoir une vue plus rapide sur l'évolution des effectifs. Là, par exemple, vous avez une synthèse qui compare les données 2017 à 2019. Donc, toutes ces fiches et ces outils sont intégrés dans notre outil de collecte des données sociales. N'hésitez pas donc à vous rapprocher du CDG pour bénéficier de l'accompagnement et exploiter au mieux vos bilans sociaux en préparation donc, du rapport social unique. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à demander la main dès maintenant. Pas de questions. Je laisse donc la parole à Madame Caliste. Donc,
nous allons donc poursuivre donc on a compris quel était l'intérêt par rapport à la loi de transformation de la fonction publique et par rapport justement aux lignes directrices de gestion d'avoir un certain nombre de données statistiques, de données sociales bien ficelées, en tout cas bien finalisées, parce que cela va faciliter l'analyse, cela va vous permettre de pouvoir définir des politiques RH sur le long terme et de fixer des objectifs en matière de recrutement, en matière de formation, enfin dans tous les domaines qui concernent les politiques RH. Donc, revenons donc aux lignes directrices de gestion et sur les modalités concrètes de mise en œuvre. Donc, comme je le disais, le contenu des lignes directrices de gestion, s'agissant de la stratégie de pilotage des ressources humaines, donc oblige en fait les collectivités à définir un certain nombre de critères, à définir un certain nombre d'orientations et constitue donc une obligation légale en fait de formaliser les politiques RH, de formaliser vos politiques RH. Donc, il parle de formalisation parce qu'on pense que vous ne partez pas de zéro, vous ne partez pas de rien. Il y a des choses que vous avez mises en place, des choix que vous avez opérés en matière de formation, des choix que vous avez opérés en matière de politique de formation, des choix que vous avez opérés en matière d'avancement. Et en fait, il s'agira pour vous, dans un premier temps, de pouvoir définir le contenu de vos lignes directrices de gestion, que ce soit d'un point de vue stratégique ou opérationnel, de pouvoir faire d'abord un état des lieux de ce qui existe déjà dans vos collectivités. Un état des lieux, notamment de vos pratiques RH dans les domaines qu'on a cités. Donc, les pratiques RH existantes, quelles sont-elles? Donc ça, vous pouvez, pour être au clair sur ces questions-là, reporter un certain nombre de documents qui existent déjà dans vos collectivités. Par exemple, les délibérations qui établissent le tableau des effectifs, les délibérations relatives au régime indemnitaire, les délibérations relatives aux avancements de grade, quels sont vos choix? Est-ce que vous décidez pour un certain nombre de grades de faire avancer tous les agents, ou si en fonction de certains critères que vous avez déjà établis, de ne faire avancer qu'un certain nombre d'agents, soit qui ont eu des examens professionnels ou pas. En fait, vous ne partez pas de néant, vous partez de choses que vous avez et qu'il s'agira pour vous de recueillir, les délibérations relatives au temps de travail, les critères internes d'avancement de grade et aussi les critères selon lesquels vous déposez, par exemple, les dossiers en matière des dossiers à présenter à la CAP au titre de la promotion interne, les plans et les règlements de formation, les procédures de recrutement. Il y a un certain nombre de choses qui existent et qui vous permettent d'être au clair sur vos pratiques RH existantes. En matière d'effectifs aussi, faire un état des lieux, avoir une vision claire sur vos effectifs. Donc, pour cela, on a parlé du tableau des effectifs, mais aussi des documents tels que le bilan social. Vous devrez pouvoir établir de manière claire le nombre de fonctionnaires, le nombre de contractuels permanents. Tout ça, ce sont des dossiers, des données que vous avez et qui vous serviront de base pour la rédaction de vos lignes directrices de gestion, la répartition également des effectifs par filière, par statut, par catégorie, et aussi une analyse projective sur les mouvements RH. Quels sont les départs à la retraite, quelles sont les fins de contrat, quelles sont les demandes de mutation ou les demandes de démission, quel est le volume d'entrée et de sortie, les données aussi relatives à l'absentéisme, les projections de départ annoncées. Donc, tous ces éléments qui sont relatifs aux effectifs. Donc, vous devrez en avoir rassemblé tous ces éléments-là, et également les éléments relatifs
à vos compétences. Quelles sont les compétences qu'il y a au sein de vos collectivités par service. Voilà, donc les orientations générales de la collectivité, c'est-à-dire également le projet politique de la mandature, puisque on a vu que les lignes directrices de gestion sont valables sur 6 ans et donc elles pourront correspondre au projet politique de l'autorité territoriale. Donc, c'est pour vous dire que vous ne partez pas de néant et que pour pouvoir en fait clarifier vos politiques RH, vous avez déjà un certain nombre de documents qui sont à votre disposition, soit pour l'aspect valorisation des parcours, soit pour l'aspect plus stratégique sur la stratégie annuelle de pilotage des RH. Donc, au vu de l'état des lieux que vous aurez établi à partir des documents, vous pourrez passer à la deuxième phase de la définition de la stratégie pluriannuelle de pilotage. Donc, et définir ainsi les orientations de votre collectivité en matière d'organisation des conditions de travail, de recrutement de mobilité, de rémunération, de formation et toute autre forme d'autres objectifs que votre collectivité pourrait faire dans le domaine des ressources humaines. Il y a donc le volet, on l'a vu, promotion et valorisation des parcours. Donc là, il s'agit d'être, on l'a vu, hein, il y a un souci de transparence. Les agents, les élus doivent connaître en fait les critères qui sont mis en place, les critères à partir desquels vous faites avancer un agent, vous le faites bénéficier d'un avancement de grade, mais aussi les critères à partir desquels vous allez procéder à la nomination d'un agent qui a réussi soit un concours, soit un examen, les critères aussi d'accès au poste à responsabilité et les critères de dépôt des dossiers à la promotion interne. Donc, cela devra être établi de manière claire afin que les agents et les élus puissent effectuer la gestion des ressources humaines. Donc, c'est un petit peu ce qui est attendu dans ce volet promotion et valorisation des parcours, transparence, clarification des critères à partir desquels la carrière, les formations, les promotions, les nominations, ça n'est pas exhaustif, hein, vous pourrez rajouter d'autres éléments que vous souhaitez clarifier en matière de promotion et de valorisation des parcours. Oui. Un petit peu. J'imagine qu'à ce stade, on peut se dire, on va se noyer un petit peu, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est-à-dire que c'est un peu un inventaire à l'après-vert. On va collecter un certain nombre de documents disponibles dans la collectivité, mais comment on les articule et comment on sort de tout cet amas, entre guillemets, de données, d'informations, une stratégie. Parce qu'en fait, la somme de ces éléments que décrits, ce sont effectivement des supports que vous brassez d'ailleurs à différents niveaux, hein, que ce soit les gestionnaires, les responsables de secteur, les DRH eux-mêmes, éventuellement la DGA ou la DGS. Les collationnés vont demander effectivement qu'il y ait une personne référente, hein, puisque ça sera une démarche, entre guillemets, pour l'instant, de synthèse. Et ensuite, ce qu'on va essayer de vous apporter, c'est la façon dont on part de ces supports-là et on arrive à quelque chose qui relève bien d'une stratégie. J'ai relevé au passage dans ce qu'a que la notion de projet politique, ça sera important parce qu'en réalité, tout ce que vous allez collecter ne seront que des bribes, des bouts, des éléments informatifs. Mais au final, j'ai envie de dire qu'au-delà même du projet politique, le projet politique, j'espère, regroupe aussi cette donnée-là, mais il vous faudra connaître les besoins à l'avenir et l'articulation des missions. Vous êtes sur des établissements ou des collectivités qui devront s'adapter à un certain nombre de textes récents. Je pense à la loi pour une République
numérique, je pense à tout ce qui concerne effectivement les territoires, l'urbanisation, enfin voilà, tout ce qui dans vos domaines de compétences vont faire évoluer les besoins et la définition des missions, la priorisation des missions. Et ça, il vous faudra l'avoir sous le coude également. Questionner pour les communes, hein, dans le contexte maintenant et avec la distance avec les intercommunalités, questionner les missions résiduelles que vous souhaitez continuer d'avoir, les schémas de mutualisation que vous avez mis en place avec les intercommunalités. Et à partir de ça, vous dire, voilà, à l'horizon 6 ans, puisque c'est le maximum des lignes directrices de gestion, vous constaterez aussi au passage que leur amplitude suit le mandat politique et non pas le mandat des instances paritaires, hein, puisque ce mandat-là va se terminer en 2022 et repartir pour une durée plus résiduelle de 4 ans, qui finalement va peu ou prou, pas forcément d'ailleurs, coller avec la fin du mandat politique. Donc, prenez quand même bien en considération que vous devez aussi connaître le projet politique, c'est vrai, mais le projet politique avec une forte dimension de missions telles que vous les envisagez, telles qu'elles sont envisagées sur votre territoire dans les années à venir. Et qui vont certainement faire appel, d'ailleurs, cette réflexion, à des schémas territoriaux, puisque nous sommes dans une démarche, je prends comme ça des thématiques hein, qui sont celles de l'actualité, d'une démarche de redéploiement économique, mais également une démarche de vieillissement de population, etc. Donc tout ça va sous-tendre un petit peu votre regard sur les besoins en compétences, les organismes liés bien sûr aux missions vitales, j'ai envie de dire, vont s'axer sur les besoins en expertise dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité, etc. Donc, connaissez aussi bien, au-delà du projet politique qui a été défini pour le mandat, les besoins du territoire et peut-être que ça va demander d'aller un tout petit peu plus loin que la définition qui avait été arrêtée dans la démarche d'élection. Voilà. OK. Donc, s'agissant donc de l'action en faveur de l'égalité homme-femme, donc il faudra effectivement faire un état des lieux de la situation à partir des données disponibles au sein de chacune de vos collectivités. Oui. Sur ce volet égalité homme-femme, vous avez constaté qu'on vous a également invité à un 3e webinaire le 25 septembre et nous aborderons avec la représentante du défenseur des droits sur le territoire cette notion d'égalité homme-femme, hein, puisqu'elle vous présentera le guide d'accompagnement sur les notions de discrimination. Et donc, notez, on dit save the date, notez la date du 25, puisque c'est ce jour-là que nous interviendrons sur le sujet de l'égalité, mais également plus largement sur les notions de discrimination. Donc, c'est un petit peu la démarche qu'on vous propose, évidemment, dans le cadre du guide que nous allons élaborer. Ces différentes étapes vous seront décrites de manière plus précise, mais d'ores et déjà, pour ceux qui ont commencé à travailler sur ces lignes directrices de gestion, vous pouvez commencer à faire l'état des lieux de tous les documents qu'on a cités et entamer donc ce travail de mise en forme des lignes directrices de gestion. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des demandes de précision concernant les lignes directrices de gestion? Je regarde au niveau du chat. Alors, je vais en profiter pour répondre à la question posée par M. Baptiste concernant l'exemple de synthèse du bilan social. Alors, il s'agit juste de l'exemple qui a été présenté, je le mettrai en ligne, mais pour ce qui est des synthèses, elles sont toutes accessibles depuis l'outil de collecte des données sociales. Par le CDG. Une fois le bilan valide, le menu donc, contextuel donc, lié à l'élaboration et à l'édition de ces synthèses, bien sûr, ce sera cette étape et cette mise à disposition est conditionnée par la validation du bilan. Mais pour ce qui est de l'exemple, où je pourrais le mettre en ligne carrément dans la même rubrique
en tout cas, qui contiendra le lien, qui contient le lien vers l'application de collecte des données sociales. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le lieu de rencontre pour le groupe de travail, ça sera le centre de gestion, hein. Ça sera au niveau du centre et peut-être des réunions intermédiaires en ligne éventuellement. Mais en tout cas, ça sera au niveau du centre de gestion. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous paraît clair? N'hésitez pas, hein? Et c'est le moment de poser des questions et de nous permettre aussi peut-être d'entendre, c'est peut-être pas une question, ça peut être une observation. Juste peut-être une précision, hein. Si pour des raisons évidentes, nous avons coupé tous les micros pour la réunion, mais n'hésitez pas à réactiver vos micros de manière à ce qu'on vous entende, que ce soit via le chat. Malaki souligne qu'il y a du travail et qu'on espère respecter les délais. Bon, en tout cas, oui, on fera en sorte de pouvoir les respecter. On est là pour ça et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des observations, des précisions, peut-être même des inquiétudes, hein, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous faire part de la manière dont peut-être que vous avez déjà commencé, hein, est-ce qu'il y a une collectivité qui a déjà commencé à travailler sur ces lignes directrices de gestion et qui pourrait partager sa petite expérience? Personne n'a travaillé sur les lignes directrices de gestion? Ah, j'ai entendu un micro se démuter, non? Oui? Non. Bon, eh bien, on va continuer. Donc, c'était un peu le point que nous voulions faire au niveau des lignes directrices de gestion et de ces deux mesures importantes au niveau des différentes tâches que vous aurez à accomplir en cette fin d'année 2020. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à des décisions, enfin du moins des mesures, diverses mesures sur lesquelles vous devrez prêter attention, notamment les mesures dérogatoires, le fait qu'il y ait eu une suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail. Donc là, c'est plus des deadlines, hein, donc, qui vous sont proposés au travers de cette présentation. Donc, les collectivités avaient un an à compter du renouvellement de leur assemblée délibérante pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Donc, il s'agissait de ramener en fait toutes les collectivités à la durée légale du temps de travail de 1607 heures. Alors, je ne sais pas si certaines collectivités en Guadeloupe sont concernées par ce régime dérogatoire qui était donc autorisé jusqu'à l'intervention de la loi du 6 août. Mais sachez que pour celles qui sont concernées, donc jusqu'au 1er janvier 2022 ou plus tard, vous devrez vous conformer donc à la durée légale de travail de 1607 heures pour le bloc communal. Alors, donc, cette mise en adéquation du temps de travail vient en résonance avec le décret qui est très attendu, donc concernant les autorisations spéciales d'absence. Donc, comme vous le savez, jusqu'à présent, dans le régime des autorisations spéciales d'absence, nous nous appuyons sur un certain nombre de circulaires ministérielles. Il n'y avait pas véritablement de références législatives ou réglementaires pour l'application de ces autorisations.
Donc, un décret à paraître va formaliser le régime des autorisations spéciales d'absence liées à certains événements familiaux. Et donc, lorsque vous allez élaborer, en tout cas pour les collectivités qui sont concernées, votre plan de mise en conformité du temps de travail, il conviendra de tenir compte de ces nouveaux régimes d'autorisation spéciale d'absence, qui vont être mis en œuvre lors de la parution d'un prochain décret. Également, l'aménagement des horaires pour allaitement, donc qui a été mis en place également par la loi de transformation de la fonction publique, un certain nombre d'autorisations, la création du congé proche aidant, donc là également, il y a des dispositions qui sont déjà mises en œuvre au niveau donc du privé et pour lesquelles donc nous attendons des décrets pour la fonction publique territoriale. Un certain nombre d'autres mesures à venir, donc qui n'auront pas véritablement d'impact dans votre gestion quotidienne, mais ça c'est pour vos connaissances générales du statut, donc la suppression de la notion de fonctionnaire intégré ou non intégré. Jusqu'à maintenant, les fonctionnaires qui avaient une durée de temps de travail inférieure à la durée, à la moitié de la durée hebdomadaire de travail, donc 50%, étaient considérés comme non intégrés, et cela avait une répercussion au niveau notamment des modalités d'avancement de ces agents. Donc, un décret à apparaître va supprimer la notion de fonctionnaire intégré ou non intégré à partir de 2021. Là aussi, nous attendons le décret en 2021, donc sur la création de ce qu'on appelle un entretien carrière, que les agents qui présentent des risques d'usure professionnelle auxquels ils pourront prétendre, en fait, ces entretiens carrière. Donc là, en 2021, nous attendons également les décrets d'application. Alors, là aussi, qui est très, très attendu, avec la loi de transformation de la fonction publique, il y a eu un élargissement des possibilités de recrutement par voie contractuelle. Et à partir donc, du 1er janvier 2021, en tout cas pour tous les contrats qui seront conclus à partir de cette date, et dès lors que le décret aura été publié, ces agents bénéficieront d'une indemnité de fin de contrat, l'indemnité dite de précarité, telle qu'on la retrouve déjà dans le privé. Donc, à la fin de leur contrat, ces agents perçoivent une indemnité de précarité si la durée totale de l'engagement est inférieure ou égale à 1 an. Donc, sont exclus de ce dispositif les contrats saisonniers, les contrats de projet et les agents nommés stagiaires à l'issue de la réussite à un concours et qui avaient bénéficié d'un contrat, et les agents dont le contrat est renouvelé ou qui bénéficient d'un nouveau contrat dans la fonction publique. Pourront, eux, percevoir donc cette indemnité si, donc, comme je le disais, le contrat est inférieur à une durée d'un an. Donc, le décret n'a pas encore été publié, mais l'indemnité sera versée à tous les contrats que vous aurez conclus à partir du 1er janvier 2021 et qui répondent aux critères que je viens de vous mentionner. Alors, donc, il y a aussi l'obligation, mais là, on ne va pas forcément développer la question, puisque, comme vous l'a dit Madame Thibé, nous aurons lors du prochain webinaire, nous allons traiter de cette question. Donc, l'adoption d'un plan d'action obligatoire
pour assurer l'égalité professionnelle pour toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants. Donc, elles auront l'obligation, ainsi que pour les établissements publics de plus de 20 000 habitants, d'élaborer, de mettre en œuvre un plan d'action pluriannuel, donc sur la base du fameux rapport social unique, pour assurer l'égalité professionnelle en leur sein. Donc, ce dispositif, ce plan d'action vise à évaluer et prévenir, le cas échéant, et traiter les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et garantir l'égal accès des hommes et des femmes aux corps et cadres d'emploi et grades dans la fonction publique. Il devra également détailler les actions en matière de promotion interne et d'avancement de grade visant à favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie professionnelle et familiale, prévenir aussi et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral, ainsi que les agissements sexistes. Alors, il faut savoir que cette obligation est assortie d'une sanction pécuniaire, puisque l'absence de plan ou de non-renouvellement de ce plan seront sanctionnés par une pénalité dont le montant ne pourra excéder 1% de la rémunération brute globale de l'ensemble des personnels. Voilà. Là, je vais peut-être passer, mais je voulais insister également sur l'obligation à partir du 1er janvier 2021 au niveau des tableaux d'avancement de grade, de préciser lors de l'élaboration de ces tableaux la part respective des hommes et des femmes dans le vivier des agents promouvables. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez gérer en interne, puisqu'à partir du 1er janvier 2021, les dossiers d'avancement de grade ne seront plus soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire, mais sachez que vos tableaux devront préciser la part respective des hommes et des femmes voilà, voilà, je disais la part respective des hommes et des femmes dans le vivier des agents promouvables et par rapport à ceux que vous inscrivez sur le tableau. Voilà, donc il y aura une double, comment dirais-je, une double mention qui conviendra. De toute façon, le centre de gestion vous proposera des modèles de tableaux pour que vous puissiez les élaborer. Alors, je voudrais insister sur le fait que les arrêtés portant tableau d'avancement de grade doivent être obligatoirement communiqués au centre de gestion pour affichage. Donc, nous allons vous réclamer ces pièces à partir de 2021 pour avoir une certaine lisibilité sur les actes de gestion que vous allez prendre. Et dans le cadre, évidemment, de sa mission de conseil, le centre de gestion pourra vous faire un certain nombre porter un certain nombre de conseils sur les documents que vous allez nous faire parvenir. Voilà ce que nous avions à partager avec vous ce matin concernant les différents chantiers qui seront les vôtres pour 2020-2021. Je ne sais pas si il y a des questions. S'il n'y en a pas, ben, nous vous remercions, il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de vous retrouver prochainement au sein des différents groupes de travail liés aux lignes directrices de gestion et également pour le prochain webinaire du 25 septembre. Madame Tibé.
C'est un mot. Alors, bon, je ne sais pas si vous êtes silencieux parce que, justement, comme l'a dit Madame Malaki, écrasée par l'idée de la charge. Mais effectivement, on va vous retrouver pour vous accompagner et on espère vous amener à faire dans le temps qui nous est imparti les documents qui vous ont été évoqués. Mais effectivement, prenez quand même en considération que au sein de vos collectivités, le support SIRH que vous avez, s'il est à jour, s'il est actif, et tous les documents que vous recensez au niveau ressources humaines vont maintenant être vos outils de réflexion. Donc, essayez déjà de les collationner, de vérifier leur pertinence par rapport au texte et de vous lancer, en tout cas dans une première approche de collecte. Et nous, on revient vers vous très vite avec le fruit du travail collectif avec les collectivités tests, en fait, qui vont nous accompagner dans la finalisation des supports. Ensuite, vous aurez peut-être besoin encore d'un temps d'échange, de réflexion sur les supports. On n'hésitera pas donc à refaire un petit webinaire, mais là, pour le coup, un peu plus en mode atelier pratique qui vous permettra de commenter, éventuellement de questionner les supports qu'on vous aura communiqués. Voilà, donc s'il n'y a pas de votre point de vue d'autres observations, effectivement, on va s'en tenir à ça. Une question de Madame. Avez-vous travaillé au CDG sur le dispositif de signalement des actes de violence? Une petite question. Une question importante. Alors, les signalements des actes de violence, c'est un petit peu le même type de support que tous les signalements d'accidentologie au CHS, enfin aux instances paritaires. Donc, on est dans une petite réflexion, on l'a évoqué dans la préparation de ce support, parce qu'il y a énormément de rapports et de recensements à faire. Je ne suis pas certaine, je parle sous le contrôle de M. Salmier, que les supports bilan social ou autres extensions permettront de saisir agir, voilà. Bon, voilà, donc je vais laisser la parole à Monsieur Salmier qui va vous détailler les éléments qui vous permettront peut-être de recenser ces différentes situations qu'on espère rares dans vos collectivités, bien sûr. Détaillé, oui et non, mais en tout cas, juste que le GIP, donc le groupement d'intérêt public auquel nous appartenons, travaille à justement réaliser un outil qui sera disponible bien afin de vous permettre de procéder à ces différents signalements. Donc Agir, vous le connaissez, c'est notre outil phare depuis déjà quelques années. Donc il permettra de réaliser ces signalements. Je me renseignerai pour savoir à quel stade en sont les développements et je communiquerai vers vous afin que vous sachiez et que vous soyez tenus informés. Alors, la question est de savoir si l'on pourra conventionner avec le centre de gestion pour éviter de mettre en place le dispositif en interne. Alors, la demande, c'est est-ce que pour les signalements d'actes de violence, vous pourriez éventuellement conventionner. Le fait est que, à mon sens, à ce stade-là, ce que je peux en dire, c'est une première réflexion, mais on n'a pas poussé, en tout cas, on n'a pas abordé du tout la possibilité de conventionner. Si convention il devait y avoir, ce serait plutôt dans le cadre de l'assurance statutaire ou de ce type de support. Mais on peut peut-être, pardon, à partir de ce que vient de dire M. Salmier, réfléchir à la façon dont on peut vous aider à mettre en place ces dispositifs. Si vous avez votre propre CT-CHS, à mon avis, la convention centre de gestion n'apportera pas grand-chose. Si c'est les moins de 50 rattachés au centre de gestion, je ne pense pas qu'il y ait matière à convention, mais peut-être une forme d'accompagnement pour la mise en forme du dispositif et le relais auprès des instances paritaires. À ce stade-là, c'est ce que je peux en dire, sauf à ce que vous ayez des précisions sur votre intention quand vous parlez de convention. Un référencement d'une personne ressource, voilà, au niveau prévention, c'est peut-être dans ce sens que vous voulez aller.
Voilà, donc on poursuivra l'échange, effectivement, si, voilà, s'il y a matière, mais pour l'instant, on n'a pas réfléchi dans ce sens. Oui. Et donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous vous renouvelons nos remerciements hein, pour votre présence donc, au cours de ce webinaire. Et nous nous retrouvons, comme on vous l'a dit, hein, le 25 septembre. Donc, les liens vous seront envoyés de la même manière. Ils seront envoyés au DRH, à qui il appartiendra de les partager avec leurs agents. Nous vous souhaitons une excellente fin de matinée et à très bientôt. Merci à vous et à bientôt. Et n'hésitez pas à prolonger les questions qui pourraient venir a posteriori par un mail au centre de gestion. Hein. Voilà. À très bientôt. Au revoir.